Une simple idée. Est-ce que ça peut vraiment suffire à faire trembler une couronne, à ébranler un royaume? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui. On va plonger au cœur des pensées qui ont, petit à petit, fissuré la monarchie la plus puissante d'Europe. Pour bien comprendre, il faut se projeter au XVIIe siècle. La France, c'est le symbole même de l'absolutisme, et à sa tête, il y a lui, Louis XIV, le roi Soleil, l'homme qui pouvait dire, et le pensait vraiment, « l'État, c'est moi ». Son pouvoir venait de Dieu, disait-on, et il semblait totalement incontestable. Un système politique qui paraissait bâti pour durer une éternité. Mais voilà, la solidité de cet immense édifice n'était peut-être qu'une façade. Parce que sous la surface, dans les esprits, dans l'ombre du trône, des idées commençaient à germer. Des idées qui allaient bientôt poser la question fondamentale, celle qui peut absolument tout changer. Et ce qui est assez incroyable, c'est que les premières fissures ne sont pas venues de révolutionnaires ou de philosophes, pas du tout. Elles sont venues de croyants, de groupes religieux qui, en fait, en cherchant simplement à purifier leur foi, ont fini par questionner l'autorité même du roi. Alors, on a deux fronts qui n'ont a priori rien à voir. D'un côté, les jansénistes, des catholiques très très stricts, qui dénoncent la corruption morale et qui ont de plus en plus d'influence, notamment dans les parlements. Et de l'autre côté, les protestants, qui se sentent trahis et persécutés par un roi qui a révoqué l'édit de Nantes. Théologiquement, tout les oppose. Et pourtant, sans le savoir, ils vont se retrouver autour d'une même idée, une idée ancienne et terriblement dangereuse pour la monarchie. Et cette idée, c'est la théorie du contrat. En gros, ils disent « Attendez une seconde, le pouvoir du roi n'est pas un chèque en blanc signé par Dieu. C'est un pacte, un contrat passé avec son peuple. Et si le roi brise ce pacte, par exemple en persécutant une partie de ses sujets, eh bien, il perd sa légitimité. C'est un tournant. Pour la première fois, le roi n'est plus seulement responsable devant Dieu. Il a aussi des comptes à rendre aux hommes. » Le deuxième coup vient de l'intérieur même du système, de l'élite. La noblesse, qui a été un peu mise sur la touche par Louis XIV, qui préférait s'entourer de conseillers bourgeois, eh bien cette noblesse cherche à reprendre ce qu'elle pense être sa place de droit. Cette frustration va être théorisée par des figures comme Fénelon ou Saint-Simon. Mais le plus radical, c'est sans doute Bougainvilliers. Son argument est assez fou. Il dit que les nobles, en tant que descendants des Francs qui ont conquis la Gaule, ont un droit historique à gouverner le tiers-État qui lui descend des Gaulois vaincus. C'est une justification du pouvoir par une sorte de droit du sang et de la conquête. Il faut bien comprendre une chose par contre. Leur objectif, ce n'est absolument pas de renverser le roi. Non. Ils veulent juste revenir en arrière, à une époque où la noblesse avait son mot à dire, où elle conseillait le souverain. C'est une tentative de rembobiner l'histoire, pas de la briser. Et c'est là, vraiment, que tout bascule. Le débat change complètement de nature. La question n'est plus seulement de savoir qui doit gouverner, mais plutôt comment on organise le pouvoir pour qu'il ne devienne pas une tyrannie. C'est l'acte de naissance du libéralisme, une idée qui va traverser la Manche, directement inspirée d'un penseur anglais, John Locke. Le contraste entre ces deux visions du contrat social est total. D'un côté, on a Hobbes, pour qui le peuple abandonne tous ses droits à un souverain absolu en échange de la sécurité. C'est une reddition. De l'autre, on a Locke, et là, c'est une révolution. Pour lui, le peuple ne cède rien du tout, il délègue son pouvoir à un gouvernement sur une base de confiance. Et le point crucial, c'est que si cette confiance est rompue, le peuple a le droit de reprendre ce pouvoir. Cette idée de pouvoir limité va être reprise et développée en France par Montesquieu. Son point de départ est un constat d'un réalisme implacable. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. La solution, ce n'est donc pas d'espérer trouver des dirigeants parfaits, mais de construire un système intelligent, une mécanique où l'ambition des uns vient freiner l'ambition des autres. Sa solution, c'est bien sûr la fameuse séparation des pouvoirs. L'autorité de l'État doit être coupée en trois. Le pouvoir législatif pour écrire les lois, le pouvoir exécutif pour les appliquer et le pouvoir judiciaire pour juger. Chaque branche a sa propre fonction, mais surtout, elle sert de contrepoids aux deux autres. C'est littéralement la fondation de toutes nos démocraties modernes. Montesquieu va même jusqu'à classer les régimes politiques. Pour lui, la monarchie française, qui est censée être fondée sur l'honneur et les privilèges, est en train de déraper dangereusement vers le despotisme. Un régime qui, lui, n'est basé que sur une seule chose, la peur. C'était une véritable sonnette d'alarme pour la France de son temps. Jusqu'à maintenant, toutes les critiques qu'on a vues cherchaient à limiter le pouvoir du roi ou à le partager. Mais la dernière attaque, l'attaque conceptuelle finale, va être beaucoup plus radicale. Elle ne vise plus à limiter le souverain, mais à le remplacer, purement et simplement. Cette question, elle ouvre la porte à l'idée la plus révolutionnaire de toutes. L'idée qui va littéralement façonner le monde moderne. Et c'est un certain Jean-Jacques Rousseau qui va y apporter une réponse explosive.
La réponse de Rousseau, elle tient en 2 mots, la volonté générale. Alors attention, ce n'est pas juste la somme des opinions de chacun, c'est plus profond que ça. C'est la conscience collective du peuple, l'expression de ce que la communauté, en tant que corps uni, veut pour le bien commun. Et pour Rousseau, c'est cette volonté générale et elle seule qui est la source de tout pouvoir légitime. Et cette volonté générale, elle a des caractéristiques assez absolue. Elle est inaliénable, on ne peut pas la donner ou la déléguer à des représentants, elle est indivisible, pas question de la séparer en plusieurs pouvoirs, comme le voulait Montesquieu, et enfin, elle est infaillible, elle a toujours raison, car le peuple, par définition, ne peut pas vouloir son propre mal. Et c'est là tout le génie et le paradoxe de Rousseau. Au fond, il ne détruit pas l'absolutisme, il le déplace. Il prend le pouvoir total et sans partage du roi et il le transfère à la nation tout entière. Le souverain change de visage, ce n'est plus un homme, c'est le peuple, mais il reste tout aussi absolu. Cette célèbre citation résume parfaitement ce tremblement de terre intellectuel. Voltaire a été le grand critique de l'ancien monde. Il a montré tout ce qui n'allait pas. Il ferme un chapitre. Rousseau, lui, en commence un nouveau. Il ne se contente pas de critiquer. Il imagine une société entièrement nouvelle, basée sur un principe de pouvoir radicalement différent. Alors, voilà, la contestation religieuse, la révolte des nobles, la raison libérale et pour finir, la souveraineté populaire. Toutes ces idées ont agi comme un acide, rongeant lentement mais sûrement les bases de la monarchie absolue. À la veille de 1789, la question n'était plus vraiment de savoir si l'ancien monde allait s'effondrer, mais plutôt quand, et surtout, qu'est-ce qui allait bien pouvoir être construit à la place.